Mobilisation internationale contre le virus Ebola, le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre l'épidémie estime que la situation devrait s'améliorer d'ici 60 jours au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. En Égypte, l'opposition dénonce l'abandon des charges contre Hosni Moubarak. Pendant ce temps, le président Abdel Fattah al-Sisi rassure, l'Égypte ne reviendra pas en arrière. Et puis 14 ans de prison, c'est la peine retenue contre l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga. En appel ce lundi par la Cour pénale internationale, il a été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en RDC. De vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. Bonjour, nous ouvrons ce journal par les nouvelles du virus Ebola. D'ici 60 jours, la situation de l'épidémie devrait s'améliorer au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est ce qu'estime le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Anthony Bemburi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse en présence du coordonnateur des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola et du chef du Centre national de lutte contre Ebola en Sierra Leone. Reportage. Porté à 100% au 1er janvier 2015, le traitement de tous les cas d'Ebola et l'inhumation de toutes les victimes en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Voilà le nouveau défi que se lance la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Un défi plutôt ambitieux car la transmission du virus dans ces trois pays est estimée à 1100 nouveaux cas par semaine contre 1000 il y a 2 mois. Le chef de la mission de l'ONU reste cependant optimiste. Il espère même atteindre 0 nouveau cas d'ici 6 mois. Ça ne va pas être facile. Cela va demander beaucoup de travail. Bon nombre d'entre nous allons être là pendant les fêtes, à travailler 7 jours par semaine. Nous devons tout garder sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais nous allons y parvenir. L'atteinte des nouveaux objectifs ne sera possible qu'avec l'implication des personnels locaux. Une évidence que comprend bien le coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola. La vigilance doit aussi être de mise face à l'évolution du mal. Nous devons tous rester engagés et vigilants jusqu'à ce que le dernier cas soit traité et après. Maintenant, plus que jamais, les réponses doivent être adaptées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ces réponses ont surtout un coût et constituent le point crucial de la lutte contre Ebola. Sur les 1,55 milliard de dollars demandés par les agences de l'ONU, 920 millions ont pu être pour le moment versés. Toute chose qui pourrait freiner l'atteinte rapide des nouveaux objectifs. Et puis parlant toujours du virus Ebola, le gouvernement sierra-léonais a lancé des enquêtes visant à confiner l'entourage des personnes infectées dans l'espoir d'arrêter la propagation du virus. L'équipe de Contact Tracer de la Croix-Rouge rend visite aux familles en quarantaine pour vérifier que personne n'est malade. Reportage. Aja se prépare. Elle vient à la Croix-Rouge de Freetown tous les jours pour retrouver son équipe de contact traceurs. Elle rend visite aux familles en quarantaine et leur pose une trentaine de questions pour vérifier que tout le monde est en bonne santé. Aujourd'hui, Aja va dans le quartier miséreux de Freetown, Mabella. Elle vient voir 2 familles. En tout, 88 personnes sont placées en quarantaine pendant 21 jours, le temps d'incubation de la maladie. 2 enfants de la Courée ont été emportés par des ambulances depuis respectivement 9 et 6 jours. Aja leur explique les règles de sécurité. Je viens ici pour parler à mes gens, pour faire du contact tracing. Je prends le temps d'expliquer, aucun contact, ne vous touchez pas, pas de contact et prenez de l'eau et du savon pour vous laver les mains tous les jours. Aja connaît bien ces mesures de protection. La jeune veuve de 33 ans a survécu à Ebola. Elle a perdu son mari et 2 de ses enfants. Seul son fils de 4 ans a pu s'en sortir. Elle habite dans ce quartier. Lorsqu'elle arrive face à ses voisins, la tension est palpable. Les personnes ne savent pas où leurs proches sont hospitalisés et ils sont en manque de nourriture. Nous n'avons pas assez de nourriture. Le riz n'est pas bon. L'huile de palme n'est pas bonne. On n'arrive pas à cuire les légumes. Du coup, on ne touche à rien. C'est très difficile pour nous de vivre.
Le quartier est insalubre, dépourvu d'évacuation. Ici, humains et animaux se côtoient, les familles sont entassées dans des abris en tôle. Aja connaît bien la situation, elle sait que les mesures de sécurité sont difficiles à respecter. La règle numéro 1, ne pas se toucher, ne pas être en contact. Quand vous arrivez ici, vous êtes obligé de toucher, parce qu'il y a trop de gens. Si vous venez au marché, c'est impossible de ne pas toucher. Ces équipes chargées de garder le contact avec l'entourage des malades ou des victimes constituent la meilleure prévention possible pour barrer la route au virus, en l'empêchant de se propager d'une maison à l'autre. Gérée par le ministère de la Santé avec l'aide des grandes organisations comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge, elle repose presque intégralement sur le dévouement et le volontariat. Mais les moyens restent maigres, ils n'ont même pas de produits désinfectants à distribuer aux populations. En Égypte, le dossier de Hosni Moubarak refait surface samedi dernier. Le tribunal de Caire l'avait blanchi, mais le procureur général égyptien a décidé aujourd'hui d'interjeter appel après l'abandon de l'accusation pour complicité de meurtre qui pesait contre l'ancien président égyptien. Rappelons que Hosni Moubarak était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier à février 2011 dans son pays, une répression qui a mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Restons toujours en Égypte et au sujet de cette même affaire concernant le président Hosni Moubarak, l'ancien président, bien évidemment. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que l'Égypte n'allait pas revenir en arrière du côté de l'opposition. Le jour du verdict est un jour noir dans l'histoire de l'Égypte. Reportage. L'ancien président Hosni Moubarak, âgé de 86 ans, était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier-février 2011, ayant mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Samedi dernier, le tribunal égyptien a décidé d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre et de corruption contre l'ex-chef d'État. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la nouvelle Égypte, qui est le résultat des deux révolutions de 2011 et de 2013, se dirige vers l'établissement d'un État démocratique et moderne fondé sur la justice, la liberté et l'égalité. Cette nouvelle Égypte, a assuré le président, regarde vers l'avenir et ne peut jamais revenir en arrière. Ce lundi, au cours d'une conférence de presse commune, 6 partis politiques de l'opposition ont dénoncé l'abandon des charges contre Hosni Moubarak. Pour Hamdine Sabahi, candidat malheureux à la présidentielle de mai dernier, le président al-Sisi doit choisir entre la volonté du peuple et celle des anciens qui souhaitent le retour de Hosni Moubarak. Le jour du verdict est un jour noir pour l'histoire de l'Égypte. Le président doit dire de quel côté il se trouve en ce moment décisif. Avec le peuple, la révolution et ses objectifs, ou avec ceux qui, dans les médias, prêchent le retour de Moubarak et de son régime. Les défenseurs des droits de l'homme accusent Abdel Fattah al-Sisi, architecte de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, d'avoir instauré un régime encore plus autoritaire que celui de Hosni Moubarak. Depuis l'éviction de Morsi, au moins 1400 de ses partisans ont été tués, pour la plupart des manifestants. Plus de 15 000 personnes ont également été emprisonnées, tandis que des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes. Le nord-est du Kenya est à nouveau frappé par une attaque meurtrière. Des hommes armés ont ouvert le feu près de la ville de Mandera, dans une carrière où dormaient des ouvriers. L'attaque a fait au moins 36 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Cette tuerie intervient après une précédente attaque menée ce lundi, le lundi soir, dans la ville de Wajir, qui avait fait un mort et 12 blessés. Des hommes armés avaient lancé des grenades et ouvert le feu dans un bar prisé de clients non originaires de la ville et dont les habitants sont majoritairement musulmans et d'ethnie somalienne. Depuis son intervention militaire contre les Shebabs en Somalie en 2011, le Kenya est la cible de nombreux attentats. Des troupes de l'Union africaine se sont jointes aux forces kenyanes dans la lutte contre les Shebabs. Depuis 14 ans de prison, c'est la peine retenue contre l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga. Cette peine a été confirmée en appel ce lundi par la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo. Reportage.
La Chambre d'appel confirme la décision de culpabilité et rejette l'appel à la majorité, a indiqué le juge Erki Kouroula à La Haye ce lundi. Thomas Lubanga a écouté le jugement de manière attentive, roulant parfois les yeux et secouant la tête. Le chef de milice congolais avait été reconnu coupable en mars 2012 de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants au sein de l'aile armée de l'Union des patriotes congolais. Ces enfants avaient ensuite été utilisés comme soldats ou gardes de corps en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et en 2003. Ce jugement auquel assista l'actrice Angelina Jolie, engagée dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, était le premier jamais rendu par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2003. Lubanga avait été transféré à La Haye en 2006 et son procès avait démarré en 2009. Il avait été condamné à 14 ans d'emprisonnement ferme en 2012. Thomas Lubanga avait fait appel du jugement, estimant que ses droits à un procès équitable n'avaient pas été respectés, car le procureur n'avait pas communiqué à temps des preuves essentielles qui auraient selon lui permis de l'innocenter. Le bureau du procureur, qui avait demandé une peine de 30 ans d'emprisonnement, avait fait de même, assurant que 14 ans de prison était une peine trop légère au regard de la gravité des crimes commis. Cet appel du bureau du procureur a également été rejeté ce lundi par la CPI. Des nouvelles du Bénin à présent, où les membres de l'opposition étalent leurs divergences sur la place publique. Le Parti du Renouveau démocratique, l'un des partis de l'opposition, a annoncé ce lundi qu'il compte organiser prochainement 2 marches de protestation successives. La démarche vise à exiger du gouvernement le dialogue avec la classe politique pour la tenue à bonne date des prochaines élections. Mais là où le bas blesse, il s'agit de manifestations qui semblent en opposition à une autre marche de protestation prévue pour le même jour et dans la même ville, la capitale économique Cotonou, par la plateforme des forces politiques de progrès pour les élections crédibles, un regroupement d'autres partis politiques et de mouvements associatifs de l'opposition. Toute chose qui porte à croire que l'opposition béninoise est minée par une guerre intestine. Je vous propose de suivre ici les clarifications du député Raphaël Akoteyon. Il est membre du Parti Renouveau démocratique. Les travaux du COSLEPI piétinent. L'enregistrement complémentaire prévu pour être achevé le 30 novembre n'a pas atteint les objectifs qui lui sont assignés. La date butoir du 17 décembre fixée pour la remise du fichier électoral sera probablement repoussée. Pour l'ensemble de ces régions, le PRD organisera premièrement le mercredi 10 décembre à Porto-Novo, capitale du Bénin, une marche pacifique. Et deuxièmement, le jeudi 11 décembre à Cotonou, une autre marche pacifique de protestation. Nous n'emprunterons pas l'itinéraire de la marche prévue le même jour à Cotonou par les responsables du mouvement dit de la plateforme. Cotonou est une grande ville et il est de pratique courante que plusieurs marches se déroulent suivant des itinéraires différents dans une même ville. Donc, pas de provocation en vue. On peut être plusieurs partis d'opposition sans forcément penser et dire la même chose à propos de tout. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.